Donc, bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Claire Joanneau et je suis membre du groupe local de coordination. En fait, on a un réseau ICPC dans l'Ouest et donc je fais partie de ce groupe-là avec d'autres personnes que vous allez découvrir au fur et à mesure du webinaire. Charlotte Zuckmeyer et Anne Johnson, deux autres coordinatrices du groupe local, vont faire la synthèse très riche de vos réponses sur le haut questionnaire. Sont plus de 120 personnes qui ont répondu au questionnaire et à l'invitation, ce qui témoigne effectivement de toutes les questions que la participation à distance et les outils numériques posent dans les pratiques de concertation et de participation. Donc voilà, on a fait le choix de traiter dans le cadre de ce webinaire les questions sous un angle très retour d'expérience, pratique, concret, parce que, bon, Charlotte va vous le dire, mais on manque peut-être un peu de recul pour remonter un peu en théorie. Donc, on va vraiment être dans ce retour d'expérience, ce partage d'expérience entre nous. Grosso modo assez bien partagé entre des collectivités territoriales et des bureaux d'études ou agences indépendantes spécialisées dans la concertation et la participation citoyenne. Voilà, puisqu'on est à un peu moins d'une trentaine chacun. Ensuite, on a quelques entreprises privées qui sont présentes aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être d'entendre leur voix sur la question de la participation à distance. Des conseils de développement, alors je vous donne quelques chiffres en plus. On a 3 conseils de développement qui s'étaient inscrits, peut-être un peu plus du coup. Depuis que j'ai relevé les chiffres, des universitaires, quelques individuels en recherche d'emploi. Et puis ensuite, on a des structures de type syndicat mixte, représentants de l'État, commissaires enquêteurs. Donc, je dirais que notre panel de participants aujourd'hui est assez étendu. Massivement, vous avez choisi de maintenir vos démarches participatives et à distance, voilà, puisque vous êtes 55 participants à les avoir maintenues. Des démarches qui sont quand même décalées dans le temps, plus loin en 2021. Il y a une vingtaine de participants. Ensuite, on a eu très peu d'annulations. Hein. Vous êtes seulement 5 à avoir carrément décidé d'annuler les démarches ou de ne rien prévoir sur cette période un petit peu compliquée. En termes de typologie, vous pratiquez surtout l'atelier numérique en visio. Voilà, vous êtes 65 à vous appuyer sur ce type de démarche par échange mail et vous avez été nombreux aussi à faire des enquêtes et des sondages en ligne. Voilà, on a quelques exemples d'autres modes de démarche. Certains d'entre vous ont fait des micro-trottoirs, des mini-réunions en extérieur, des affichages en extérieur, voilà, des permanences sur rendez-vous, mais ça reste minoritaire par rapport au choix que vous avez fait de mener vos ateliers en visio. Et enfin, un petit regard sur les outils. Vous utilisez massivement l'outil Zoom, donc a priori payant. Voilà, vous préférez cet outil sur Teams qui recueille 25 utilisateurs, une visio interne pour 10 utilisateurs et Jitsi qui est pourtant libre, pardon, libre et gratuit. Vous êtes une dizaine d'utilisateurs. Après, il y en a certains d'entre vous qui utilisent des outils tels Klaxoon ou Big Blue Button ou Mural ou voilà, Whereby, Google Meet, etc. Mais ça reste très minoritaire. Voilà pour un petit survol de qui vous êtes ici aujourd'hui
Et du coup, je vais passer la parole à ma collègue Charlotte qui va vous parler des réponses au questionnaire. Alors, effectivement, dans ce questionnaire, on vous posait aussi des questions ouvertes, donc sur vos expériences menées. Alors, une des premières questions qu'on vous posait, c'était quel bilan tirez-vous de vos expériences, les points forts, points faibles? En synthétisant toutes vos réponses, on identifie 4 grands points forts. Le premier, c'est d'avoir pu poursuivre quand même les démarches participatives, même en temps de crise, ce qui n'a pas été en fait le cas, ou très rarement au printemps 2021, qui subissait aussi le report des élections municipales. Donc, vous dites cette fois-ci, on évite que la participation soit sacrifiée sous le coup de la crise. Parfois, certains d'entre vous dites que c'est même plus facile de concerter à distance que pendant l'espèce d'entre-deux, la période où on pouvait faire du présentiel, mais en même temps, on avait un protocole sanitaire un peu dingue qui rendait les choses compliquées. Il fallait trouver des très grandes salles, espacer tout le monde, des produits partout. Donc, finalement, certains préféraient même complètement le à distance. Et vous dites par ailleurs, effectivement, le à distance évite la crainte pour certains de cultiver le cluster. Un deuxième point fort, c'est l'innovation forcée qui fait ou fera évoluer nos pratiques. Et effectivement, la concertation à distance, vous dites, ça vient bousculer nos façons de faire. Pour ceux qui ont décidé de poursuivre, forcément, il a fallu qu'on invente des nouvelles choses, des nouvelles modalités donc à distance pour qu'on puisse maintenir le tout. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Un troisième point, le côté pratique. Pour certains, vous dites, effectivement, pour des démarches à échelle territoriale large ou pour faire intervenir des personnes qui habitent loin, avant, on les faisait venir à travers la France. Maintenant, finalement, la visio a permis de faciliter tout ça. Un dernier point, et non des moindres, parce que vous êtes vraiment une très grande majorité à le dire, c'est la dynamique renouvelée autour des formats descendants que permet la distance et la visio, notamment pour des formats de type conférence, webinaire ou intervention d'experts. Vous constatez que ça mobilise plus de personnes, sans doute parce que finalement, ça permet une facilité d'accès. On n'a plus besoin, en tant que participant, de se déplacer jusqu'à une salle, d'attendre que ça commence, d'attendre que l'élu arrive, parfois même de se retrouver dans des locaux pas toujours conviviaux. Donc bref, pour certains, sûrement, ça rend les choses plus faciles et ça donne plus envie de se connecter. Et puis la fameuse fonctionnalité chat que permet quand même la plupart des outils en visio. Et vous dites, c'est vraiment une vraie nouvelle modalité en fait, d'expression qui permet une interaction dans ce type de format descendant et qu'on n'arrivait pas en fait à trouver en présentiel, par exemple dans des réunions publiques où on entend plutôt toujours les mêmes. Deux points qui font débat. Alors quand ça fait débat, c'est vraiment à la lecture, les avis n'étaient pas, ils faisaient pas consensus sur ces deux points. Le premier, c'est est-ce que avec la concertation à distance et le numérique, on règle notre fameux grand problème de la mobilisation. C'est divergent. Pour certains, on a, je le disais, effectivement constaté, notamment sur des temps plénières d'information, une mobilisation renouvelée des publics, plus jeunes, plus de monde qu'en présentiel, mais essentiellement des CSP+, et à l'aise avec le numérique. Vous dites que vous avez rencontré des difficultés effectivement à maintenir la mobilisation de vos groupes déjà constitués, et vous avez rencontré des grosses difficultés à mobiliser des groupes qui ne s'étaient jamais encore rencontrés en présentiel avant. Évidemment, vous évoquez tous la question de la fracture numérique majeure. Ces outils en fait, à distance participent pour vous potentiellement à renforcer l'invisibilité de ceux qui étaient déjà invisibles. Et en même temps, certains disent, mais est-ce que ces publics auraient été de toute façon présents dans une réunion physique? Il y a débat et on sent qu'il y a la nécessité de faire l'évaluation de qui on a réussi à toucher, en plus ou à la place de nos habitués, et qui n'a pas été du tout. Le deuxième point de débat, c'est sur le niveau de participation qu'a permis la concertation, enfin la participation à distance. Pour certains, vous l'affirmez, il est possible de poursuivre le débat, les échanges, le délibératif dès lors qu'on peut recréer des petits groupes, et ça semble être la condition majeure. Donc dès lors qu'on peut favoriser l'échange de points de vue contradictoires. Donc quand on est en grand nombre, comme on l'est maintenant, ça paraît peu possible de faire de la co-construction.
Certains outils comme Klaxoon, Mural sont pointés comme vraiment aidants sur les logiques de co-construction. J'ai noté quelques conditions que vous évoquez qui permettent effectivement pour vous l'échange. C'est, je l'ai dit, privilégier les petits groupes. Ça fonctionne mieux effectivement quand notre groupe s'est déjà vu en vrai à un moment donné avant de se voir en numérique. Si ce n'est pas le cas, l'importance de consacrer vraiment du temps à construire le groupe et la dynamique avant de se lancer vraiment dans des ateliers de co-construction. Autre condition, c'est de très bien cadrer les séances. On le faisait déjà tous évidemment en présentiel, mais là on dit attention, limitons les ambitions et les objectifs quand on passe en distanciel, parce que les mécaniques sont plus compliquées, on a moins de temps, les échanges sont moins fluides, etc. Donc limitons les objectifs. Et enfin, une animation renforcée pour accompagner les échanges qui se font moins facilement qu'en présentiel, mais j'y reviens juste après. La limite qui est vraiment posée en termes de niveau de participation, c'est sur les formats tournés vers la créativité, le design, voire le prototypage, qui évidemment sont rendus très compliqués, voire impossibles à distance, puisqu'ils reposent encore plus que le verbal, sur des participations physiques et manuelles. 4 points faibles qu'on peut citer dans ce que vous nous dites. Le point faible de la concertation à distance, c'est clairement la perte de la convivialité dans nos séances, la dynamique de groupe, tout le volet informel, ce petit pot à la fin de l'atelier n'existe pas en numérique. Il y a quelque chose de moins interactif, moins vivant. Vous citez l'exemple des caméras fermées qui créent une atmosphère un peu glauque parfois. Or, les démarches participatives, vous le rappelez, c'est aussi le lieu de la sociabilité. Un autre point, gros point faible des concertations à distance, c'est pareil, la communication verbale qui est très difficilement détectable par l'animateur, le facilitateur en visio. Or, c'est elle qui permet d'ajuster notre animation, notamment en ayant une attention à ceux qui prennent moins facilement la parole. Certains aussi d'entre vous alertent sur les dynamiques de domination qui existent en présentiel, mais qui sont accentuées en numérique. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'aise avec la prise de parole, le fait de se voir avec les outils numériques, vont avoir tendance à davantage s'imposer dans les concertations à distance. Donc, si on considère que convivialité et communication non verbale participent à créer la confiance nécessaire à l'échange de points de vue, alors en numérique, ce manque de dynamique collective risque effectivement d'impacter la production collective et le rendu qu'on en attend. La fracture numérique, je l'ai renotée ici, évidemment, donc une participation qui est de fait limitée pour ceux qui ne disposent pas du matériel informatique ou des connaissances informatiques pour pouvoir se connecter et participer. Et puis un dernier point, c'est les coûts supplémentaires. Vous constatez une tendance des clients à penser que comme c'est en numérique, ça va être plus flexible, ça demandera moins de préparation, voire moins de personnes à animer. Or, pour vous, le déploiement de dispositifs numériques nécessite déjà d'avoir accès à des outils qui sont souvent payants, à une capacité à se former rapidement, et puis des moyens humains pour encadrer et animer supplémentaires. Donc c'est un coût homme et financier supplémentaire qui est peu pris en compte, et on voit même arriver les nouveaux appels d'offres là qui demandent maintenant aux prestataires d'anticiper en prévoyant une version présentielle et distancielle dans son offre. Tout ça souvent gratuitement à ce stade. Alors, on a essayé de voir répondre à la question qu'est-ce qu'on gardera tout ça après la crise. On peut identifier quelques pistes, par exemple conserver le numérique pour des formats descendants, pour maintenir pourquoi pas le lien entre des ateliers présentiels, pour récolter de la matière brute. Alors, vous êtes pas mal en avoir parlé, c'est-à-dire toute cette matière récoltée plutôt sur la prise de parole individuelle amont aux ateliers, c'est-à-dire des sondages, des questionnaires comme on l'a fait pour ce webinaire, appeler les gens, et vous dites finalement, on a un peu retrouvé ça parce qu'on a remis l'accent là-dessus de fait, et c'est une matière qui est riche, et vous continuerez sûrement à utiliser ces outils-là. Et puis, on l'a dit, pour alléger les frais de mission, peut-être que ce n'est pas nécessaire de traverser la France pour une réunion de 2 heures technique. Des questions aussi que vous vous posez. Est-ce que, par exemple, ce format de concertation à distance peut fonctionner sur des dialogues très conflictuels? Et on va avoir un témoignage là-dessus juste après. Et d'un point de vue juridique, est-ce qu'on peut utiliser de manière exclusive des outils numériques dans le cadre de concertation réglementaire? Est-ce que
c'est accepté. Mais en fait, il y avait assez peu de réponses à cette question de qu'est-ce qu'on garde, à juste titre, parce que vous dites, on n'a pas le recul. On a besoin de prendre le temps d'évaluer, de consolider les expériences, et vous n'en êtes pas aujourd'hui, en tout cas pas la majorité, à avoir ajusté vos méthodes pour garder ce numérique. Peut-être juste terminer sur 2 points d'attention. Du point de vue démocratique, je le remets, la question de comment gérer la fracture numérique, et puis une autre qui est comment gérer la dépendance à des solutions numériques souvent privées et à l'utilisation des données alors qu'on est dans le cadre de débats publics.